Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Nous recevons aujourd'hui le professeur Courret pour discuter du monitorage cérébral non invasif. Professeur Courret, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et je commence tout de suite les questions avec la première. Quels sont les enjeux d'un monitorage cérébral? Bonjour Inès, merci beaucoup de l'invitation. Donc, effectivement, quand on parle de monitorage en réanimation, on entend par monitorage un monitorage d'un organe. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il souffre pas, qu'il n'y ait pas des lésions qui s'aggravent et de faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible, le temps d'amener le patient jusqu'à la guérison. Donc, le monitorage invasif, par exemple artériel, du débit cardiaque, ça fait partie de la réanimation et au même titre, on se pose des questions sur le monitorage cérébral. Et donc, quand on parle de monitorage cérébral, on imagine qu'on aimerait pouvoir monitorer le débit sanguin cérébral, l'oxygénation, parce que la finalité du débit sanguin, c'est une des finalités, c'est d'oxygéner l'organe, de voir si cette oxygénation et ce débit sont suffisants pour entraîner un fonctionnement normal. Si ce fonctionnement normal entre guillemets, il est couplé à la demande, donc ça c'est le couplage métabolique, c'est quand le patient va être cérébro-lésé. Est-ce que la tension qu'on lui amène, la pression de perfusion cérébrale qu'on lui amène, va permettre d'avoir un couplage métabolique suffisant. Et effectivement, on a aussi la possibilité avec des outils comme la pupillométrie de mesurer un petit peu le système nerveux un peu plus profond, donc le système nerveux autonome. Et donc les enjeux dans tout ça, c'est d'essayer d'éviter l'apparition d'ischémie secondaire, de voir si le patient, quand il est dans le coma, par exemple, après une neuroréanimation, après avoir un traumatisme crânien, est-ce que son cerveau a un fonctionnement qui est à peu près celui de quelqu'un qui va bien pour pouvoir dire à la famille que même s'il répond pas pour l'instant, le pronostic il est pas si mauvais que ça. Pourquoi pas regarder la profondeur de l'hypnose, de savoir si nos médicaments que l'on met, les sédations qui peuvent être thérapeutiques, sont adaptés chez ce patient, donc essayer d'individualiser la prise en charge. Et également le pronostic, ça c'est tout ce que les familles et nous on se pose comme question. Est-ce que la réanimation qu'on entreprend chez ce patient est intéressante pour lui et pour ses proches. Donc les enjeux sont assez multiples, mais sont finalement assez proches de tous les organes. Et la réanimation cérébrale, c'est la réanimation de l'organe cerveau. Et donc on a plusieurs approches, plusieurs monitorages pour essayer d'approcher toutes ces différentes fonctions. Alors, on a plusieurs approches et plusieurs monitorages. Est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont les outils à notre disposition actuellement? Alors, quand on parle de monitorage cérébral, donc là, on va rester sur le topo qui est plutôt un monitorage qui est dit non invasif. Donc, on va évidemment, on parlera pas de la monitorage de la pression intracrânienne, de la pression tissulaire en oxygène. On parlera pas du Doppler transcrânien. Donc, on va parler des moniteurs un peu non invasifs qui existent et qui sont pris souvent à l'anesthésie. Donc, les premiers outils que l'on voit, on a la NIRS et le BIS. Donc le BIS qui est un dérivé de l'électroencéphalogramme. La NIRS, pardon, qui est une spectrométrie de proche infrarouge qui va permettre de mesurer l'oxygénation tissulaire cérébrale. Et puis enfin, on discutera de l'électroencéphalogramme qui est de plus en plus de l'électroencéphalogramme continu en réanimation et évidemment de la pupillométrie. Donc si on commence par la NIRS pour expliquer un peu ce que c'est. La NIRS, c'est une spectrométrie de proche, pardon. Donc c'est des détecteurs et des émetteurs, donc des sources qui vont envoyer
une lumière qui va rencontrer un tissu et à la sortie de ce tissu, la lumière va ressortir avec une puissance entre guillemets infrarouge qui va être différente en fonction du tissu traversé. Il va y avoir euh, un émetteur, plusieurs détecteurs et schématiquement, ça va mesurer donc au niveau cérébral quand on met le bandeau frontal, ça va mesurer la quantité de l'oxygène qui est soit de l'oxygène artériel dans le tissu, soit de l'oxygène entre guillemets dit veineux. Et donc la saturation tissulaire, c'est un peu le rapport entre l'hémoglobine, quoi, l'oxygène artériel et sur l'oxygène total, que ce soit l'oxygène artériel et l'oxygène veineux. Et donc on va avoir comme ça un reflet de l'oxygénation cérébrale dans les premières couches du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement utilisé en anesthésie, notamment dans ce qui va être tout ce qui est chirurgie. Alors c'est utilisé souvent dans les chirurgies à risque, les chirurgies de l'épaule, les chirurgies de la carotide, la chirurgie cardiaque, toutes ces chirurgies qui sont à risque d'hypotension sévère, d'hypotension cérébrale, d'hypoxie cérébrale, pour déceler un peu des désaturations. Et donc ça va être utilisé au bloc opératoire. Il y a je crois qu'il y a 4 ou 5 marques de fabricants différents qui sont disponibles en France. Un des écueils de cet outil, c'est que en fonction des fabricants, les algorithmes d'obtention de cette saturation tissulaire sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une variation de chiffres entre les fabricants, il y a une variation de chiffres entre les patients. Quand on réfléchit et qu'on monitore cet outil-là en anesthésie, il faut le mettre avant toute intervention, donc avant de mettre de l'oxygène au malade, avant de lui faire quoi que ce soit. Et quand on réfléchit, il vaut mieux réfléchir en valeur, en changement en pourcentage de la valeur qui va changer plutôt qu'en valeur absolue seule, pour essayer de l'utiliser de façon efficace. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste un moniteur qui est non invasif. Après, si on essaye d'extrapoler cet outil utilisé encore une fois beaucoup en anesthésie comme monitorage en réanimation et en neuroréanimation, quand on regarde un peu l'état de la littérature, on voit que la littérature ces dernières années il y a quand même beaucoup moins d'études sur cet outil en neuroréanimation, notamment sur les traumatismes crâniens. Quand on regarde les études sur la MIRS, chez l'adulte, ça reste assez décevant. Chez l'enfant, c'est utilisé et ça a l'air de marcher relativement bien, ne serait-ce que anatomiquement, parce que la couche à passer est quand même beaucoup plus fine de tissu que chez l'adulte. Chez l'adulte, ça reste quand même assez difficile à l'utiliser. En réanimation, c'est très dépendant de la carotide externe, donc ça peut être assez pollué par la carotide externe et de donner des chiffres qui sont un peu aberrants. En fonction des lésions, on n'aura pas du tout les mêmes valeurs. Donc c'est vrai que la NIRS en neuroréanimation a du mal à faire son trou et jusqu'à présent, les données de la littérature ne permettent pas de la recommander au quotidien pour soigner ces patients. Très bien, vous nous avez parlé de la spectroscopie et de la NIRS. Quelle est la place de l'EEG continu en réanimation et en neuroréanimation? Et quelle est la place de la pupillométrie? Alors, avant de parler de l'EEG, on va faire un stop sur le BIS. Le BIS, l'intérêt également, c'est pareil que la NIRS, c'est le côté facile, transposable de l'anesthésie. Le BIS, c'est cet outil qui permet de mesurer la profondeur de l'hypnose, donc de voir si le malade, entre guillemets, dort bien. Il y a plusieurs paramètres qui sont utilisés alors c'est un algorithme du fabricant, donc c'est difficile à savoir exactement comment ça marche, mais on a plusieurs paramètres qui sont pris en compte. En gros, le principe, c'est de se dire que, avant de parler de la spectrométrie, de parler plutôt de l'analyse spectrale, plutôt le BIS, le chiffre, c'est qu'au plus les neurones sont synchrones avec de l'anesthésie, au plus le chiffre va être bas, au plus les rythmes vont devenir de plus en plus lents, et donc le chiffre va être bas, et ça veut dire que le malade dort.
Donc, il y a la possibilité de monitorer un côté un lobe frontal ou les deux. En anesthésie, ça a surtout été montré comme quelque chose qui permet de diminuer le délirium post-opératoire, surtout parce que ça permet de déceler, euh, au contraire, quand les patients sont trop sédatés, quand on voit apparaître des périodes de suppression. Là, c'est corrélé au délirium post-opératoire. Donc, c'est pas tellement pour éviter que les gens se réveillent, évidemment, mais c'est plutôt pour éviter qu'on les anesthésie trop profondément et qu'on entraîne un peu des lésions cérébrales et que les patients ont des désordres cognitifs en post-opératoire. Donc, le bis en anesthésie, c'est recommandé, quoi. Les gens s'en servent effectivement sur les patients à risque, sur les patients comme les facteurs de risque cardiovasculaires, sur les chirurgiens à risque. En réanimation, c'est un peu les mêmes écueils que la NIRS, c'est que en fonction des lésions cérébrales, la bise sur des contusions bifrontales, je sais pas tellement ce que ça veut dire. Effectivement, il y a quelques études qui essayent de regarder quand on prend un bis bifrontal, donc des deux côtés, pour essayer de voir, par exemple, dans un contexte d'hémorragie méningée, quand il y a un vasospasme qui arrive, on commence à avoir une asymétrie de chiffres. Mais encore faut-il que le patient il n'ait pas d'hématome, qu'il n'ait pas eu de chirurgie avant, qu'il n'y ait pas d'asymétrie avant. Donc c'est des outils qui sont intéressants au bloc opératoire. En réanimation, il y a une place du bis, mais pour moi, pour le monitorage des ratios-suppression, quand on utilise un coma barbiturique, pour ceux qui utilisent encore le pentotal ou le nesdonal, ça a un intérêt parce que de toute façon c'est corrélé, c'est mathématique. Les ratios suppression, ils apparaissent dès qu'on a un bis inférieur à 30, et après il y a un chiffre, hein, c'est 50 moins RS sur 2, le bis. Et donc ça peut être utilisé quand on n'a pas le G continu pour la surveillance de l'anesthésie profonde type coma barbiturique. Et donc effectivement, l'électroencéphalogramme, qui est là l'EEG, donc l'enregistrement continu de tracés natifs en neuroréanimation, c'est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus d'indications, de plus en plus d'études qui sortent sur l'épilepsie, évidemment, quand on soigne des états de mal, sur les traumas crâniens, que ce soit pour justement la surveillance d'apparition de lésions près d'épilepsie, ou alors chez des patients qui ont une altération de la conscience qui n'est pas expliquée par les lésions cérébrales quand on fait des épreuves de réveil, ou alors il y a certaines grosses études sur des EEG de recherche où on essaye de regarder s'il y a une connexion antéro-postérieure au niveau des zones avec l'électroencéphalogramme quand on fait des stimulations qui peuvent faire dire que le réseau de travail cérébral est intègre et que le patient il est conscient non répondant ou alors qu'il a un cerveau qui est pas trop abîmé, que son pronostic peut être meilleur que quelqu'un qui va être entre guillemets plutôt non répondant du tout, végétatif ou dans des états de conscience minimale. Donc l'électroencéphalogramme continu, il y en a de plus en plus dans les réanimations. Quelque chose qui est important qu'il faut noter, c'est que quand on parle d'EEG continu, c'est pas l'électroencéphalogramme du neurologue dans le cabinet de neurologie avec il n'y a pas toujours la caméra qui permet d'enregistrer ce qui se passe quand il y a un artefact qui apparaît ou alors qu'il y a des ondes qui apparaissent. Il n'y a pas toujours le patient il n'est pas dans une ambiance sans artefact. En réanimation, on a énormément de machines qui font des artefacts. Et donc, il faut prendre en compte cette difficulté pour interpréter. Et l'électroencéphalogramme continu en réanimation, pour moi, c'est un peu comme l'échographie cardiaque quand elle est arrivée en réanimation. Le réanimateur, il a des questions à se poser, c'est ça se contracte pas. Après, on n'est pas cardiologue, on se substitue pas à eux. Ben, avec les neurologues, c'est la même chose. On va faire de l'EEG pour les grosses pathologies. Et puis après, ça va être de l'échange. Et là où ça marche bien, c'est qu'il y a une grande proximité entre l'équipe de neurologie et l'équipe de réanimation et qu'on arrive à communiquer et à apprendre les uns des autres. À tel point que il y a des recommandations de la Société américaine de neurophysiologie qui en 2021, ils ont publié un espèce de glossaire où ils donnaient des définitions de l'EEG de réanimation parce que c'est pas un EEG de laboratoire, donc c'est difficile. La réactivité
à l'EEG. C'est difficile à interpréter. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et donc, quand on fait le l'EEG continu, il faut que l'équipe de neurologie soit partie prenante. Les réanimateurs, on peut se former. Il y a des formations en France qui sont disponibles, mais il faut que ça soit un échange. Et là où ça marche, c'est quand il y a vraiment une collaboration étroite. Dès que ça devient compliqué, on examine le patient avec le neurologue. C'est pas juste un tracé qu'on analyse, c'est un malade. Et donc, voilà, l'EEG, ça a toute sa place en réanimation. Il y a des études très jolies sur des EEG quantitatifs, pareil, avec de l'intelligence artificielle qui permet de mesurer si le patient a une activité cérébrale qui serait proche de quelqu'un de conscient. C'est dans les recommandations internationales, pareil, pour l'arrêt cardiaque, avec le statut qui est malin, c'est soit un tracé plat complet, soit supérieur à 50% de tracé plat. Tous les autres patterns, normalement, ils sont pas pronostiques. On n'est pas censé trop s'en servir. Donc, l'électroencéphalogramme, c'est quelque chose qui arrive et qui est de plus en plus fréquent dans les réanimations. Maintenant, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place parce que ça nécessite une collaboration étroite. Il y a les ICM, ils ont regardé un peu qui s'en servait et pourquoi. C'est vrai qu'en général, c'est pour les beurres suppression, pour les comas barbituriques, c'est pour traiter les états de mal. Mais on a de plus en plus de pronostics de l'arrêt cardiaque, on a de plus en plus d'études sur la détection de l'ischémie secondaire dans les hémorragies méningées. Pareil, la symétrie qui apparaît, des ratios en fonction de la rapidité des ondes qui se modifient droite-gauche. Et l'interprétation, elle est à 80% du temps, c'est des neurophysiologistes. Et on a de plus en plus de réanimateurs qui se mettent à essayer d'interpréter un peu ces tracés. Et les notions de base pourraient être intégrées dans la formation initiale des internes d'anesthésie réa parce que c'est un monitorage qui va être de plus en plus utilisé et qui va se développer de plus en plus parce qu'avec l'intelligence artificielle, on a de plus en plus de facilité d'outils qui nous facilitent l'interprétation. Et enfin, c'était la pupillométrie, le dernier topo. Et donc, le dernier outil, la pupillométrie en réanimation. On a déjà enregistré un podcast dessus. Donc, c'est l'étude du réflexe photomoteur qui permet d'étudier une zone anatomique qui est au niveau de la partie haute du tronc cérébral après un réflexe, donc un stimulus lumineux. Donc, ça permet de mesurer la contraction de la pupille après ce réflexe lumineux. Et donc, on a des outils maintenant qui permettent de le faire de façon fiable et standardisée et robuste. Ce sont des pupillomètres. Donc, ils sont des caméras de contraste. Donc, il y en a deux types. Il y a le neuro-optique et le neurolight. Donc, avec ou pas un cache. Donc, le neurolight a un cache qui permet de faire que la mesure ne soit pas dépendante des conditions lumineuses extérieures. Et donc, quand on fait cette mesure, eh ben, on peut discuter la taille de la pupille, on a la quantification en pourcentage du réflexe photomoteur, on a la latence, on a la vitesse de contraction, on a maintenant des index qui sont fiables, le NPI pour le neuro-optique, le QPI pour le neurolight, et ça permet de regarder si le patient a une atteinte du tronc cérébral. Et donc, ça permet un suivi et ça permet également de se poser des questions de pronostic chez ces patients. C'est dans les recommandations internationales de l'arrêt cardiaque. Si on veut faire du pronostic avec la pupille, autant utiliser un pupillomètre pour avoir une mesure fiable. Les études sur le pronostic montrent que au même titre que la pupille, la mydriase aréactive, des NPI et des QPI très bas montrent que le patient a une compression du tronc cérébral. Si on arrive à la lever, il gardera des séquelles ou pas. Et si on n'arrive pas à la lever, que ça persiste, le pronostic sera mauvais. Donc, on a tous ces outils à notre disposition. Très bien. En conclusion, si j'essaie de résumer ce que vous nous avez dit, pas franchement de place encore en réanimation pour la NIRS. Pour le BIS, probablement non plus. En revanche, une place de plus en plus prégnante pour le G continu et des preuves qui soutiennent l'utilisation de la pupillométrie en réanimation. Très bien. Un dernier mot pour conclure, peut-être, professeur Couret? Oui,
Donc voilà, si on se pose la question d'acquérir entre guillemets des outils de monitorage non invasifs, c'est vrai que ce qui rapporte le plus entre guillemets pour le malade, ça serait le monitorage EEG continu et la pupillométrie, c'est quelque chose qui est voilà qui est à mon sens, je peux pas dire obligatoire parce qu'il faudrait que tout le monde achète, mais je pense que quand on fait la neuroréanimation, quand on veut faire du pronostic, il faut avoir des outils fiables. Professeur Courret, je vous remercie de votre présence et de vos réponses très claires à nos questions. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast ARPOD, le podcast de l'anesthésie-réanimation disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.